Eh bien bonjour, donc je vais vous présenter un exposé dans le cadre des ateliers sur la contradiction 2020-2021 à propos des cartes mentales. Donc les cartes mentales, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un concept qui a été inventé par Tony Buzan en 1970 sous l'intitulé de mind mapping et qui trouve son origine dans les sciences cognitives. Donc il s'agit d'une représentation visuelle qui traite donc des données spontanées, structurées, multimodales. On part d'un questionnement pour fournir des réponses claires, précises, accessibles, communicables au plus grand nombre. Alors tout ça, ça part en fait du fonctionnement cérébral qui se veut sans jugement a priori, c'est-à-dire en fait sans se juger soi-même et sans être jugé, en optimisant en fait nos apprentissages, en sollicitant notre mémoire et notre sens de la perception sensorielle. Alors un individu en fait va se poser une question, interconnecter en fait ces deux hémisphères corticaux à un instant T en mobilisant ses connaissances et ses compétences acquises sur la base de l'inné. Alors il y a un préalable à tout cela. En fait, il s'agit de quoi? Eh bien, de traduire une expérience de la pensée à la fois circulaire, située et incorporée, de conscientiser cette question, en fait, de départ, sur un espace géographique, d'imaginer d'autres formes de la réalité et d'anticiper l'interprétation par un collectif. Alors pour cela, que faut-il? Il faut se mobiliser pour libérer sa plasticité cérébrale, ouvrir son esprit, se détacher des modes d'apprentissage, des habitudes, des croyances, des automatismes, des codes langagiers, des conventions, pour en fait déconstruire et reconstruire sans ambiguïté, en convoquant son intuition pour raisonner et parvenir à dresser un modèle éclairant. Mais il y a un mais à tout cela, en fait un problème se pose, parce que formuler la question, c'est révéler toute la complexité des facteurs et des approches. Mais encore, comment faire avec tout ce cumul de connaissances et de compétences qui se trouve fragmenté en fait dans notre cerveau de tous côtés, et comment s'adapter pour trouver non pas ce que l'on cherche, mais comment et pourquoi l'on cherche. Alors tout cela pourquoi? Eh bien pour produire autrement, pour comprendre différemment et rompre avec ce qui nous est donné à voir, à entendre ou à imiter depuis l'enfance. Une possibilité se profile, eh bien c'est peut-être d'abord se déplacer spatialement pour observer d'autres angles de vue, là où l'on peut arrimer le navire qui tangue. Alors peu à peu, on arrive un petit peu plus à comprendre concrètement de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit en fait d'une carte qui va être matérielle et d'un territoire qui est notre cerveau, qui est immatériel. Alors en jaune, vous trouvez un petit peu donc là ce qui se passe dans notre cerveau, et en rose foncé, en fait, ce qui va se dessiner sur la carte. Donc au départ, on va chercher un maillon dans notre chaîne cognitive qui va se traduire sur la carte par des nœuds. On va essayer d'organiser notre pensée donc en trouvant des idées principales et des idées secondaires. Sur la carte, ça se traduit par des branches et des ramifications. Et enfin, notre cerveau va chercher des liens entre les idées ou les nœuds. Et donc sur la carte, on va essayer de traduire ça par des liens. Alors bien évidemment, tout ça,
ça doit se retrouver à travers un aperçu où l'on trouve à la fois la rigueur et la stabilité. Alors, les incontournables, quels sont-ils? Eh bien, il s'agit de produire des idées organisées en liens sémantiques, de respecter une logique formalisée soit autour d'un mot ou d'un syntagme pivot, de constituer des nœuds, des branches, des ramifications, des étoiles, de trouver la terminologie à la fois synthétique et rigoureuse, et surtout en fait de rompre la linéarité des 2D. En fait, la représentation verticale et horizontale de notre esprit, en privilégiant la notion de transversalité par une forme de progression spatiale de l'écriture. Et donc on va reformuler au centre de l'espace le problème général, ou bien le problème particulier, ou encore la problématique de recherche. En fait, qu'est-ce que l'on va faire? On va chercher à comprendre, se comprendre et se faire comprendre. Le mécanisme en fait qui se met peu à peu en place, il repose sur quoi? Il repose sur un identifiant ou son contraire, sur une idée principale, secondaire ou tertiaire, sur une émotion ou bien une réflexion, iconisée ou sonorisée, sur une théorie et des exemples appliqués, un critère général et particulier, un phénomène logique ou contre-intuitif. Je vous propose de faire un exercice. Premièrement, partons de l'exemple d'une carte mentale déjà réalisée sur le thème des modes de pensée. Deuxièmement, nous allons tâcher de découvrir l'esprit d'une démarche scientifique non cartésienne. Alors, voici la carte mentale sur les modes de pensée. Vous voyez le cœur, les modes de pensée. Donc, sur la carte, on va retrouver des symboles, par exemple ici le dessin d'une clé, et puis des photographies, des images, en l'occurrence ici des photographies des philosophes. Voilà. On retrouve donc les branches, les ramifications, les citations, tout ça sous forme de couleurs, et puis donc les flèches qui ramènent donc aux idées principales et aux idées secondaires. L'important c'est quoi? L'important en fait au départ c'est de penser système. Donc système, penser système, ça veut dire en fait avoir une vision à la fois unique, globale et instantanée pour en fait éveiller un mode réflexif nouveau qui lève les verrous par une approche en fait inattendue. Alors soit à travers une citation par exemple qui peut nous interpeller, à travers un outillage technique que l'on doit maîtriser ou que l'on maîtrise déjà, une discussion ouverte que l'on peut mener sur d'autres sujets, un examen approfondi des processus organisationnels à mettre en place, un calendrier, enfin, pour poser des jalons ou des points bloquants, etc. L'important aussi, au départ, ce qu'il faut bien, à mon avis, réaliser, c'est qu'il faut oser se démarcher soi-même. Alors, quand on prend notre exemple que j'ai cité tout à l'heure dans le deuxième cas, et en l'occurrence, en fait, découvrir une démarche scientifique, on peut se poser les questions suivantes. Pourquoi faire de la recherche? Qu'est-ce qui me parle le mieux ou le moins? Comment m'organiser pour argumenter et justifier? Sur quel soutien financier, humain, matériel puis-je compter? Et quels obstacles, a priori, je vais devoir franchir?
En fait, pour aborder son sujet de recherche, ça revient à tracer le cheminement qui part de l'intention et qui mène à l'action. On va donc se poser et poser le cœur de la question, passer par un remue-ménage, catégoriser, alors à travers par exemple l'utilisation de post-it de couleurs, de colonnes, d'intitulés de colonnes. On va modifier, annoter, compléter les informations, mettre en forme, trouver des éléments de réponse et organiser, réorganiser et enrichir les éléments de réponse. Alors bien évidemment, en fait, une carte, elle peut se réaliser soit à travers une version manuscrite, soit à travers une version numérique. Alors la version manuscrite, c'est par exemple là sur la colonne de gauche, eh bien, ce qui va se traduire sous forme papier. On va avoir une production de l'idée native, fugitive, spontanée, directe depuis la trace papier jusqu'à la mise en mots. Alors, le pendant, c'est quoi? C'est la version numérique avec l'utilisation de logiciels. Et là, on va retrouver en fait sur la droite, vous voyez, une reproduction en fait de l'idée qui est déjà formalisée. Si je reprends donc le comparatif, sous la forme papier, on va trouver, donc deuxième point, une transmission indirecte, différée, alors que pour la version numérique, on va trouver une transmission massive, multiple, instantanée. Pour la version manuscrite papier, on va trouver donc un format figé, contraint, qui est un format soit A4, soit A3. On va utiliser donc la feuille, des crayons, des feutres, des collages. Alors que pour la version numérique, on utilise un format interactif, du texte, du son, des vidéos, des images. Et puis pour le format papier, on a forcément une mise en forme individuelle et unique. Alors que pour la version numérique, on va avoir une mise en forme qui va être davantage normalisée à travers des outils qui sont prédéfinis. Et donc un enregistrement et un fichier forcément reproductible. Alors voilà à quoi ressemble une carte heuristique. Donc vous voyez ici la flèche verte qui conduit vers des boutons interactifs. On a ici un tutoriel, on peut avoir aussi un compte-rendu textuel, des figures. Donc cette carte heuristique a été réalisée sous la version numérique. Donc vous voyez le cœur, carte heuristique, et puis les différentes branches qui mènent à des idées qui peuvent se regrouper en fait sous des mots-clés derrière les accolades. Donc je vais détailler cette carte si vous voulez bien. Donc à droite on retrouve par exemple les branches principales. On mobilise donc, on l'a vu, l'intelligence cognitive, c'est-à-dire, si on précise un petit peu plus, donc avec des notions de rigueur, de logique, qui vont mener à de la distanciation. Deuxième branche, les modes de pensée, soit inductifs, soit déductifs, qui se recoupent en fait sous la notion de raisonnement. Troisième branche, la dialectique, le yin, le yang, donc que l'on va chercher par exemple à modéliser. Donc pour la partie gauche, on reprend donc en branche principale l'intelligence émotionnelle, qui est le pendant, on l'a vu tout à l'heure, de l'intelligence cognitive, avec les notions de sensibilité, d'intuition et donc de créativité. Deuxième branche, la carte heuristique en fait mobilise des connaissances et des compétences en phénoménologie, à travers donc des notions de perception, de vécu,
de mémorisation, on va traduire sous la notion d'herméneutique. Et puis une troisième branche, l'expérience, qui peut être négative ou positive, et qui se traduit par la notion de performativité. Alors conclure à propos des cartes mentales, c'est introduire. Il s'agit en fait d'aller au-delà des frontières établies pour percevoir un monde et donc une réalité à inventer ou à transgresser, voire à refondre. Et ce qui me semble en fait important pour conclure, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure pour introduire, c'est de retenir qu'en fait, une carte mentale permet de mobiliser une expérience de pensée à la fois unique et inépuisable, avec cœur et toute son intuition. S'il y avait par exemple un mot en guise de remerciement à traduire, je dirais qu'en fait, comme vous le voyez là sur la dernière étiquette, la carte mentale, en fait, c'est une carte conceptuelle et, comme on le dit souvent, une carte heuristique. Je vous remercie pour votre attention.